nous allons parler de transport fluvial. Le transport fluvial, et c'est une banalité de le dire, a souvent été le parent pauvre de nos politiques de transport. Le transport fluvial n'est pas développé aujourd'hui à la hauteur de ses possibilités. Je pense que nous en sommes tous d'accord. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'opposer les modes de transport et de prôner un transfert irréaliste, massif de la route vers le fleuve, mais simplement de constater que nous ne tirons pas parti de tous les atouts de la voie d'eau, alors que notre axe de transport, Saône-Rhône, qui passe ici, présente des disponibilités au plan fluvial, alors que cet axe Saône-Rhône est très proche de la saturation au plan ferroviaire et routier. Pour essayer de répondre brièvement à la question, donc, pour la partie que je connais le mieux, qui est les matériaux de construction et ce qu'on appelle les vracs solides. Donc, quelles sont les clés de la réussite pour qu'un chargeur passe de la route à la voie d'eau? J'aurais tendance à dire, tout simplement, c'est qu'on soit capable de lui faire une offre globale, simple, fiable et économique. Alors, c'est facile à dire, et c'est un peu plus compliqué à faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une offre simple, ça s'impose, puisqu'aujourd'hui, le chargeur, il a des transporteurs et logisticiens routiers qui sont très, très efficaces et qui vont du départ de l'usine à l'arrivée du client final. Donc si on veut être capable d'amener un chargeur à passer sur la voie d'eau, il faut qu'on soit capable de faire la même chose. C'est ce que j'appelle une offre globale. Et dans le fluvial, il se trouve que pour faire cette offre globale, on a plusieurs acteurs. Il y a le transporteur routier qui va ou faire l'approche jusqu'au port ou au terminal, le dernier kilomètre. Il y a bien sûr les gestionnaires de port. Il y a bien sûr le transporteur fluvial. Donc tout ça fait que ça fait une logistique un petit peu plus complexe. Donc la première recommandation que je pourrais faire à des chargeurs qui envisagent la voie d'eau, c'est de faire appel à des prestataires qui peuvent vraiment traiter le sujet de bout en bout. Le deuxième point, pour que l'offre fluviale soit fiable, compte tenu de la complexité que je viens d'évoquer, je pense qu'il faut que les chargeurs acceptent le principe de passer un tout petit peu de temps avec le prestataire fluvial en amont pour bien définir leurs besoins, bien comprendre la problématique du fluvial et adapter peut-être leur logistique au fluvial. Alors, je sais bien qu'un chargeur, il ne va pas adapter pour adapter, mais il faut une offre durable et pérenne. Le bateau, ce n'est pas un camion. Et l'unité de mesure du transport routier, c'est 30 tonnes à peu près, c'est un camion. Le bateau, c'est entre 1000 et 3000 tonnes. Donc ça suppose des fois des petites adaptations logistiques à l'amont et à l'aval. Et puis dernier point, une offre économique, ça va de soi, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, je pense que la plupart des chargeurs sont prêts à aller sur l'offre fluviale ou multimodale à partir du moment où économiquement, en termes de qualité et d'économie, on arrive à peu près à la même chose que ce qu'on peut trouver sur la route. Alors sur les perspectives de développement, effectivement, des nouveaux marchés, d'abord, la première chose, c'est quand même de rappeler qu'une des perspectives de développement, on va dire, c'est de concrétiser, d'aller plus loin dans notre cible historique, malgré tout, même s'il y a des nouvelles pistes à conquérir, c'est-à-dire le transport de ce qui est lourd et de ce qui est volumineux. Parce qu'à l'évidence, le fluvial a un avantage concurrentiel assez naturel autour de ces deux grands sujets. Donc, et puis ensuite, il y a effectivement des nouveaux marchés, on va dire, des marchés qu'on n'a pas forcément beaucoup investigués jusqu'à présent. J'en citerai deux. Le premier, c'est les déchets. On produit en France 74 millions de tonnes de déchets par an. Voilà, c'est un peu approximatif. C'est à peu près le volume des céréales. Alors, le poids, pardon, pas le volume. Le poids total des céréales de production, ça donne une petite idée. Et une première étude qu'on a faite à l'échelle de VNF montre qu'il y aurait un potentiel de report modal pour donc, ces déchets de l'ordre de 6 millions de tonnes par an. Deuxième autre sujet qui peut faire l'objet de développement et qui doit faire l'objet de développement, c'est la logistique urbaine. C'est-à-dire le fait, la plupart de très nombreuses agglomérations en France sont construites au bord de la voie d'eau. Et pourtant, le transport en proximité immédiate en centre-ville par la voie d'eau se fait très peu, trop peu. Peut-être des conditions auxquelles on ne pense pas toujours, mais certaines évolutions réglementaires, forcément, peuvent impacter fortement, je vais très vite, le développement du fluvial. Par exemple, c'est tout bête, mais les zones de faible émission en centre-ville vont être pour nous une façon effectivement d'aller plus vite sur la logistique urbaine. La législation en matière de transport des matières dangereuses
Transporter sur le fluvial, c'est plus sûr, c'est plus fiable et on impacte moins potentiellement de risques que par la voie routière. Mais aussi, donc, toujours dans les conditions, mais il faut que le fluvial garde son avantage compétitif par rapport à la transition écologique, donc innove dans sa motorisation. Pour relancer la dynamique fluviale, comme l'a dit Cécile, on regarde en fait l'activité par marché. Donc on a une certaine stabilité dans tout ce qui est marchandises dangereuses, vrac liquide. Sur le vrac sec, on est très dépendant du consommateur final, que ce soit et puis des commandes d'export, et puis de la météo aussi pour les céréales, et pour le sel aussi, tout ensemble. Concernant les colis, ça dépend aussi des grands projets internationaux, hein, je veux dire, c'est comme ça. Et du coup, je voulais faire un petit zoom sur le fluvial, sur le container aujourd'hui. Concernant le conteneur, pour bien transporter, il faut une bonne infrastructure. Donc déjà, pour tous les autres voies fluviales, sauf le Rhône, on va se féliciter de l'effort de budget qu'il va y avoir chez VNF pour entretenir ces infrastructures dans les années qui viennent. On espère que c'est une trajectoire. Hein. Ensuite, pour le Rhône, la CNR fait quand même pas trop mal son travail, donc on est quand même plutôt performant dans les passages des écluses, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est quand même des conditions initiales d'environnement pour pouvoir transporter de manière fiable. Voilà. Concernant le matériel, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'unités qui sont sur le bassin. Quand on regarde un peu de manière optimisée, on transporte moins de 100 000 EVP, mais on a déjà la cale présente pour 200 000 EVP. Voilà. Donc c'est une vraie demande dans le cadre de ce débat public. On souhaite que la part modale augmente. Voilà. On pense que c'est bien pour le transport de conteneurs, pour l'arrivée des conteneurs en zone Rhône-Alpes. Et donc, voilà, on pense que demain, ça passera peut-être par la loi. C'est qu'en 2006, il y a des personnes qui sont venues sur le bassin. La région Rhône-Alpes a donné des aides à ces personnes. Actuellement, il reste qu'une vingtaine d'artisans, 20-25 artisans sur le bassin. Il y en a une quinzaine qui sont partis. Donc, je ne vais pas parler encore en tonnes, parce qu'à Antonne, les gens, ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais ces gens-là ont investi dans des bateaux de 2 à 3 millions d'euros, voire même plus. Et ces personnes-là, pour traverser de Rotterdam sur le Rhône et la Saône, c'est environ 350 000 euros. Ces 350 000 euros, ils les ont jetés à la mer ou dans le Rhône, comme vous voulez. Ça n'a servi à rien. Donc moi, aujourd'hui, les enjeux, tout le monde le sait, c'est les politiques. Si les politiques ne mettent pas la main à la poche, on n'y arrivera pas. Hein, c'est quand on a été au ministère il n'y a pas longtemps, on nous a précisé, vous êtes plus que 650, les camions c'est 40 000 sur les routes. Donc vous faites une addition. Si vous commencez à comprendre des choses, vous dites, bon ben, on est peu de choses. Et c'est pas comme ça qu'il faut parler. J'ai entendu M. Guimbaud, et ça il l'a très bien dit, 4000 tonnes, c'est 250 camions. Moi je pense que l'État pense, sur ces 4000 tonnes, c'est un pousseur avec 12 personnes à bord, que 250 camions, c'est 250 personnes qui travaillent sur les routes. Et je pense que tant qu'on raisonnera comme ça, on n'avancera pas. On peut parler d'écologie, on peut parler de beaucoup de choses. C'est l'argent derrière tout ça. Il ne faut pas se voiler la face, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, moi je voudrais aussi, je ne voudrais pas refaire l'histoire, parce qu'il y a 3 semaines environ, j'ai entendu que le port de Marseille et Strasbourg vont travailler ensemble, en partenariat, surtout avec le ferroviaire. Et là, on aurait fait un rôle. On en serait où? Si nos politiques n'avaient pas enterré ce projet. Maintenant, il est quand même reporté à 2050. Vous vous rendez compte? 2050. Alors que nos voisins néerlandais, belges, allemands investissent dans le fluvial. Donc là, je pense qu'il y a encore des gros soucis. J'ai entendu notre ministre des Transports, Mme Borne, pour le projet Bray-sur-Seine-Nogent. C'est à 10 ans. Moi, je me rappelle, M. Sarkozy est venu sur un bateau il y a 10 ans déjà, pour parler de Bray-Nogent. Maintenant, on en est où? On va encore avoir 20 ans de retard. Alors moi, ce que je voudrais dire aussi aujourd'hui, c'est qu'on pense beaucoup en gabarit. Mais il ne faut pas oublier une chose, que le client fait du Fraissinet aussi. Là, on a un client de 7 à Huningue qui fait du tourteau.
client voudrait emmener 5000 tonnes de tourteaux par an à Huningue. Il ne peut pas. Il y a la dernière fois, on en a emmené 600 tonnes sur 5000. Après, on essaie de développer du colza aussi pour la région Mulhouse, Haute-Marseille. On n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, moi, je vais vous donner un exemple. Quand on voit nos voisins néerlandais, j'ai parlé, dans leur canot, on naviguait au mètre 90. Maintenant, on est passé à 2,10 mètres d'enfoncement. Là, le Rhône-Rhin, on a des avis à la batellerie au mètre 60. Donc, c'est même pas 200 tonnes dans un bateau. Donc, on va aller où comme ça? Donc, si nos politiques ne réfléchissent pas à relancer cette machine, que ce soit sur le Rhône, que ce soit sur la Seine, quand on voit pareil sur la Seine, on est en train de se poser la question, avec les millions de tonnes qu'il va y avoir pour le Grand Paris, on est en train de se poser la question, comment on va réparer l'écluse de Méricourt? Est-ce qu'on va avoir les moyens pour réparer l'écluse de Méricourt? On en est là en France. Quand on voit nos voisins européens, ils ont supprimé les taxes de navigation. En Belgique, on avait des taxes de navigation, on ne paye plus de taxes de navigation. En France, on nous les a augmentées. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose aussi. J'ai parlé, parce qu'en naviguant partout, j'ai croisé quelqu'un, mais très important, bon, je ne vais pas lui dire son nom. Il m'a parlé d'une chose. Il était dans le fonctionnaire, et dans la fonction publique, et cet homme-là a fait beaucoup de chiffres. Depuis l'après-guerre jusqu'à maintenant, quand on compte les études qui n'ont pas abouti au fluvial, on aurait pu faire 4 fois un euro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chargeurs, certains chargeurs ou même beaucoup de chargeurs ont une méconnaissance de la voie d'eau, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en bordure d'eau et on leur en aurait pas trop parlé. Donc, je peux même vous dire, ça vient de l'éducation. Quand aujourd'hui vous allez dans une école de commerce, demandez à vos enfants qui ont des enfants combien d'heures, je parle d'heures, hein, combien d'heures on parle de la voie d'eau. C'est quasiment nul. Donc comment voulez-vous que des gens qui sont dans des bureaux qui font du transport, ou qui sont amenés à faire du transport, pensent à la voie d'eau? On arrivera à faire de la voie d'eau tout simplement quand il y a des gens qui sont dans la logistique, qui sont des commissionnaires, qui vont vers les chargeurs et qui vont les emmener sur des quais, qui vont les emmener sur des bateaux. Et je peux vous dire, je sais de quoi je parle, parce que pour certains qui me connaissent, je suis fils de marinier. Donc quand on les emmène sur un bateau, qu'on leur montre qu'est-ce que c'est un bateau, quand on leur montre comment on circule, quand on leur montre un quai, je peux vous assurer que certains transporteurs, et quand ils sont en contact avec les chargeurs, il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous donner un exemple pour vous, les chargeurs qui sont aujourd'hui présents. Un camion, aujourd'hui, fait en moyenne 500 chevaux. Il vous emmène 30 tonnes. Un bateau, avec ses 500 chevaux, vous emmène approximativement 500 tonnes. Nous ne parlons pas de CO2 ou quoi que ce soit. Réfléchissez juste comment vous pouvez vous décarboniser vos tonnes transportées au courant de l'année. Et quand on voit comment le Rhin a évolué ces dernières années avec l'ouverture du main Danube, où c'est que les tonnages ont explosé, ça veut dire, quand on a une politique fluviale dans un pays, une boîte fluviale progresse. Donc, et en plus, pour les chargeurs qui disent « mais moi j'ai un petit tonnage, j'arriverai jamais à remplir un bateau ». On fait de la messagerie dans le camion. Pourquoi on ne devrait pas pouvoir mutualiser un chargement dans un bateau? D'un autre côté, on vous dit « ah mais un bateau c'est lent ». Quand je vous dis de Strasbourg à Rotterdam, il y a 900 km, vous faites ça en 5 jours. Vous dites 5 jours. Oui, mais en 5 jours, je vous emmène 6000 tonnes. Est-ce que vous connaissez un moyen de transport qui peut faire en 5 jours 6000 tonnes de marchandises? C'est impossible. Donc, encore une fois, là vous pouvez voir que la voie d'eau, elle est quelque part numéro 1 quand on l'aménage et quand on l'entretient. Il y a de la concurrence entre nous, entre les ports. Et en même temps, il faut de la solidarité, il faut de la complémentarité, il faut de la coopération. Et
Et donc, arriver à dépasser, justement, sans nier ces réalités, pour pouvoir avancer, c'est quelque chose. Il me regarde. Et alors, c'est grâce à cette confiance, grâce à cette démarche que nous pouvons travailler à une sorte de compétition, c'est-à-dire la compétition et en même temps la coopération. Et ça nous permet de bâtir des solidarités et de trouver des trafics. Et il faut mettre en œuvre, poser la question des outils logistiques. Je ne développe pas parce que, bon, ce serait trop long. Mais on a parlé, c'est Cécile Alzard qui parlait des matières dangereuses, mais avec Medling Safe. Eh bien, on commence à développer, on peut faire bien plus, y compris par rapport à la chimie, par rapport à ce qui a été dit. Je ne reprends pas ce qu'a dit Cécile, mais vraiment, je t'entendais à 100%. Alors, poser la question sur les difficultés. Ben, moi, sur les difficultés, je vais presque répéter ce qui a été dit. Et il y a, par rapport au fluvial, une insuffisance prise en compte d'une volonté nationale sur la place du fluvial. Aussi parce que je représente ici CNR. D'abord, par rapport au fluvial, je trouve que c'est intéressant dans le cadre de ce débat national, de tous les enjeux de la transition écologique dans lequel doit s'inscrire ce débat, qu'on puisse en parler. Et je serais peut-être un petit peu sur une position plus mesurée. Je pense que c'est au fluvial de valoriser et de défendre ses atouts pour travailler en lien avec l'État, quelque chose qui puisse le permettre de se développer. Et je crois qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de débats sur la place que le fluvial peut avoir, et il faut savoir construire les choses ensemble. C'est vrai qu'il y a un potentiel énorme pour que le fluvial puisse encore se développer. Les infrastructures existantes, et là je vais parler que du Rhône parce que je représente la CNR, sur le Rhône entre Lyon et Marseille, c'est presque, désolé Jean-Claude, je te corrige, c'est quasiment presque 5 fois plus de tonnage qu'on pourrait faire transiter avec les infrastructures existantes. C'est-à-dire, souvent, chaque fois on parle d'investissement, chaque fois on parle d'argent. Là, il n'y aurait aucun euro à sortir pour faire transiter 5 fois plus de tonnage sur ce fleuve. Pour autant, pour y arriver, il faut qu'il y ait une bonne coordination de l'ensemble des acteurs, du port de Marseille jusqu'à Lyon, avec les chargeurs, avec les différents gestionnaires d'infrastructures de réseau, avec les différentes filières, pour réussir à optimiser, à faire en sorte de valoriser plus l'intérêt du fluvial, et toujours rappeler que le fluvial a quand même un apport intéressant dans les enjeux de la transition écologique qui sont aujourd'hui nécessaires pour notre société. Pour répondre précisément sur les sujets fonciers, je rappelle que la CNR, c'est un modèle particulier. À la base, la CNR, elle a été constituée pour aménager, valoriser, permettre le développement économique de la voie d'eau. Donc on lui a donné 3 missions solidaires. On lui a donné la mission de produire de l'hydroélectricité avec la force du fleuve pour pouvoir financer 2 autres activités, notamment la navigation, le transport fluvial et puis l'irrigation des terres agricoles. Et puis, pour faciliter son action, on lui a donné en gestion un certain territoire qu'elle aura à valoriser justement pour pouvoir permettre le développement de cette voie d'eau. Il y a à peu près 800 hectares qui dépendent de la CNR. Il y en a à peu près 500 qui sont amodiables, c'est-à-dire qu'on peut valoriser, commercialiser pour des opérateurs, des industriels qui vont pouvoir s'y implanter une activité. On choisit quasiment de façon prioritaire des utilisateurs de la voie d'eau. On fait en sorte que ce soit des industriels qui vont utiliser le fleuve dans le cadre de leur activité, qui vont pouvoir s'y implanter. Il serait quand même anormal, et ça on le fait en bonne intelligence avec VNF justement, pour avoir une action
action au service du fluvial. Après, je ne vous dis pas que sur les territoires, on peut avoir aussi des demandes, des sollicitations, des interventions des élus locaux par rapport à des enjeux de développement économique territorial. Il faut savoir justement avoir une bonne réponse utile, parce qu'on ne peut pas gréver du terrain en bord à voie d'eau qui ne pourrait pas être utile justement pour le développement du fluvial. Après, ça fonctionne avec des systèmes d'incitation ou de pénalité. Le foncier, qui est un foncier de l'État, un foncier public, est loué avec des systèmes de remise voie d'eau, c'est-à-dire que plus vous faites de volume de voie d'eau dans le cadre de votre activité, plus vous utilisez le fleuve, plus le tarif est baissé. A contrario, si un industriel implanté en bord à voie d'eau n'utilisera pas ou n'utilisera plus le fleuve, il se voit imposer une pénalité qui va renchérir le coût de la location de son terrain. On s'aperçoit que cette taxe il correspond véritablement à un enjeu économique. Un enjeu économique parce qu'il y a de l'industrie, il y a de la logistique, il y a cette articulation, il y a des flux. Alors vous allez me dire, c'est tout à fait normal, mais il faut le dire, on est sur quelque chose, on est sur un des principaux axes aujourd'hui économiques de ce pays. Donc c'est un point qui est tout à fait fondamental. On a un enjeu fondamental d'articulation de l'ensemble des modes. Nous, ce qui nous apparaît, c'est qu'aujourd'hui, ça a été dit, mais il faut le dire franchement, on ne peut plus opposer un mode face à l'autre. Ce n'est plus possible. À vrai dire, d'abord, c'est complètement idiot. D'abord, parce que vous avez vu d'ailleurs l'éparpillement de certain nombre d'acteurs, pas ici bien sûr, mais l'éparpillement de certain nombre d'acteurs, c'est tout à fait nuisible au trafic lui-même, aux enjeux, en fait aux enjeux nationaux, donc ça passe à l'évidence par la défense d'une chaîne logistique. C'est celle-là qui est en concurrence avec le reste, parce qu'on n'est pas en concurrence sur un morceau, on est en concurrence sur un ensemble. La compétition, elle vient sur un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'intermodalité fonctionne. Alors bien sûr, elle doit fonctionner sur la massification, elle doit profiter bien sûr à l'ensemble des territoires. Et on en conclut un deuxième enseignement que je n'ai pas beaucoup entendu, sauf la question sur les régions, c'est que les territoires ne peuvent pas être absents de ce débat. Aujourd'hui, nous avons un enjeu qui est absolument fondamental, on en parle évidemment avec VNF et CNR et d'autres, un enjeu fondamental pour que ces ports soient des véritables plateformes multimodales qui jouent un rôle plus que dynamique, un rôle moteur dans cette articulation. Ce n'est pas le cas assez aujourd'hui. Il y a des choses qui, l'articulation notamment entre les ports maritimes et les ports fluviaux se fait encore assez mal. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai proposé, nous sommes en train d'expérimenter une blockchain sur l'ensemble de l'axe Rhône-Saône avec le port de Marseille, j'espère bientôt avec le port de Sète, pour arriver à articuler tout ça dans une logique évidemment de réduction du transit time, de compétition et donc de compétitivité. Autrement, nous n'y arriverons pas. Je suis très contente d'être là pour plusieurs choses. C'est que lorsque je suis arrivée à la tête de la commission transport au Parlement européen, c'est ça qui était sur mon bureau. C'est un rapport de la Cour européenne des comptes, la Cour des comptes européenne, qui date de 2015, donc c'était pas il y a un siècle, c'était il y a quelques années, et le titre est terrible. C'est « Transport fluvial en Europe, aucune amélioration significative de la part modale et des conditions de navigabilité depuis 2001 ». Il faut dire clairement que les voies navigables, eh ben, il n'y a pas de congestion. Vous n'avez pas d'embouteillage. Hein, vous n'avez pas tout ce qui stresse les villes aujourd'hui. Ce sont des choses très positives qui font que vous n'êtes pas les grands responsables des pics de pollution, en fait. Eh bien oui, dans le changement climatique, c'est plutôt un avantage aujourd'hui. Eh bien ça, on ne vous entend pas. À l'Europe, les collègues, quel que soit le pays, ils disent « mais c'est eux qui ont raison ». Donc il va falloir, tout à l'heure quelqu'un a parlé de culture, mais il nous faut un choc culturel en France sur le fluvial. Non mais je vous le dis quoi, il nous faut un choc culturel de montrer tout ce qui fonctionne réellement. Et à ce titre, moi je vous le dis de manière très honnête parce que j'étais dans les assises de la mobilité, j'étais dans les, comment on appelle ça, le comité de pilotage de cette belle loi, et je trouve que le comité de pilotage a mis en avant le fluvial. Et quand je regarde un peu la loi, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? On
on va faire des lignes avec de moindres gabarits, qui sont le rappeler, on est en train de peut-être dessiner la même chose que sur le ferroviaire, avec le réseau secondaire où il y avait des petites lignes, hors de question. Donc ça, c'est ma mission, de faire attention, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut que le fluvial, ça y est, émerge réel. Je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels on peut être demain leader. La France, on a tout hein, pour réussir. Donc il faut juste une petite impulsion. Ensuite, on ne va pas se mentir, parce que moi je ne vais pas faire de la langue de bois, parce que je n'ai pas le temps. C'est qu'à un moment, il faut aussi appeler un chat un chat. Hein. Qu'est-ce qui vous met en concurrence? Ben, c'est le secteur routier. Hein. Ils sont plus forts que vous. Parce qu'eux, ils peuvent bloquer des routes et pas vous. Voilà. Donc, moi, j'ai pris une initiative qui est très forte. Et j'en parle avec notamment notre ministre, qui est une bonne ministre. Pourquoi je dis bonne ministre? Parce que, justement, c'est agréable d'avoir des gens qui connaissent notamment le secteur des transports. Je ferme la parenthèse. En tout cas, le vrai problème, c'est jouer notamment sur une concurrence, la concurrence notamment des secteurs, elle n'est pas juste en France. Donc, à un moment, tout à l'heure, quelqu'un a dit il faut réglementer. Ben oui, il faut réglementer. Il n'est pas normal que justement des secteurs qui sont moins polluants eh ben, pâtissent des secteurs polluants. D'accord? Et donc, pour moi, c'est très clair. J'ai mis en place au niveau européen ce qu'on appelle une redevance poids lourd, principe pollueur-payeur, et que dans la redistribution de cette, notamment des recettes de cette redevance, une partie ira au fluvial. Parce qu'il faut relancer le fluvial. Parce que je sais que en politique, le nerf de la guerre, et je pense que le délégué interministériel le dira toujours, c'est la question de l'argent et des investissements. La deuxième chose, il faut savoir que moi j'ai fait plein d'événements sur le fluvial au niveau européen et je vous invite tous à venir le 18 mars dans ma commission parce qu'on va faire un spécial, notamment le rôle du fluvial dans les systèmes de transport multimodaux et on aura tous les acteurs pour dessiner une feuille de route qui soit contraignante. Il faut mettre les États maintenant en ordre de marche parce qu'autrement on ne va pas y arriver. Il est vrai que le fluvial n'était pas assez appuyé et donc dans la commission, je me suis battue pour dire mais non, ça suffit. Il y a beaucoup d'argent. Il faut que dans la prochaine programmation des financements européens, le fluvial soit une grande priorité. C'est la raison pour laquelle, avant, on pouvait déposer des projets fluviaux, mais le cofinancement, ça a varié entre 20 voire 30. Un peu à 40, mais ça dépend les projets. Hein. Et maintenant, il y aura une obligation, c'est que tous les projets fluviaux seront financés à 50% par l'Europe. Ça veut dire qu'on ouvre la porte et on avance sur le fluvial. Donc allez-y. Quelques mots sur la loi des mobilités. Je reviens en parallèle sur ce que vous avez dit ici. Et le fluvial. Sous la loi d'orientation des mobilités, c'est bien une loi d'orientation sur les mobilités. On peut le regretter, c'est pas une loi sur le fluvial. J'en conviens, hein, ben, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on part de quoi sur la loi d'orientation des mobilités? On part d'un pays où 25% des Français ont refusé ces dernières années une offre de stage ou d'emploi parce que ces personnes-là n'ont pas de solution de mobilité. C'est aussi ça, la loi de mobilité, ça sera de répondre à ça. C'est 80% du pays. 80% du pays en surface, 30% en population, où il n'y a pas une autorité organisatrice des mobilités. C'est la réalité de notre pays, ça. Et c'est aussi 30% des émissions de CO2 générées par le transport en général. Mais c'est pas ça le plus important. On parle tout le temps du CO2. C'est pas le CO2 le vrai problème. Je vais vous dire, moi, quel est le vrai problème. J'ai oublié de vous dire que j'étais président du Conseil national de l'air et sans aucune prétention, un des seuls chimistes de l'Assemblée nationale. Et donc l'air, je connais puisque je suis docteur en pollution de l'air avant d'être ingénieur chimiste aussi. Je ne dis pas ça pour étaler quoi que ce soit, simplement pour vous dire que quand je parle de quelque chose, je connais un tout petit peu. Et le vrai sujet, c'est la pollution de proximité. Attention aux motorisations des bateaux. Moi, je veux bien. Hein, les zones à faible émission, pour moi, les zones à faible émission, je reviens donc, c'est pas au CO2, moi. Quand je parle de zones à faible émission en milieu urbain, dense, je pense à la pollution de proximité. Donc, justement, la santé, le problème, le vrai problème. Parce que le CO2 n'a pas d'impact sur votre santé, c'est le réchauffement climatique. C'est très grave, le réchauffement climatique. Mais directement, c'est la santé qui m'intéresse là.
Et donc les zones à faible émission, c'est pas sur le CO2 qu'elles auront le plus d'impact, elles auront de l'impact sur votre santé. Donc voilà. Et donc il faut aller vers de la mobilité propre, mais sachez qu'un véhicule propre, ça n'a jamais existé. Moi je roule en Renault Zoé, et la Renault Zoé n'est pas un véhicule propre. C'est un véhicule à 0 émission moteur. Ça s'arrête là. Par contre, vis-à-vis de la pollution locale, c'est bien. Si je prends les NOx, les particules fines, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais quand même, faire attention à ce qu'on dit. La formation des jeunes. Moi, j'ai retenu l'autre jour en commission, c'est aussi pour vous dire que j'écoute en commission, que quand même, il y avait un problème par rapport à la formation. On a aujourd'hui un peu moins de 600 entreprises dans le domaine de la batellerie, si j'ai bien pris des notes l'autre jour. Et donc ça m'inquiète un petit peu parce que visiblement, il y a un effort à faire vis-à-vis de la formation des jeunes, faire reconnaître les métiers, vous l'avez très bien expliqué, Madame la députée européenne. Il y a sûrement des choses à faire, en effet. On fait, c'est vrai, des campagnes de pub sur différents métiers. Et j'avoue que moi, j'étais vice-président d'université en charge de l'insertion professionnelle de relations d'entreprise pendant 6 ans. Et j'ai rarement vu des gens venir expliquer, j'ai invité plein de monde, j'ai rarement vu des gens venir expliquer les métiers du fluvial. C'est pas un reproche, c'est un constat. Enfin, je constate. Sur les mobilités propres et apaisées, je voudrais quand même dire un mot. Le transfert comment dirais-je, le report modal, évidemment, c'est important, avec cette part du modal qui est si faible, donc pour le fluvial en France, moins de 2%, si j'ai bien compris, globalement, quand on est à 7 en Europe et qu'on va jusqu'à 40 ou 43%, je crois, aux Pays-Bas. Bon, je dis, il y a quand même un souci en effet. Le verdissement de la flotte, ça paraît évident. L'électrification à quai des bateaux, même, notamment, je pense à la ville de Marseille, la pollution de proximité à Marseille, c'est un véritable scandale. Et sachez que dans les grands débats, moi j'en organise beaucoup, j'ai organisé les derniers ce soir, j'en suis au mon 15e, où j'organise moi-même. J'ai organisé le 1er de France le 17 décembre dernier, c'est la 17 décembre en réalité, les grands débats. Je peux vous dire que je l'entends cette question récurrente sur l'aérien et la taxation sur le kérosène et sur les bateaux. Et sur les bateaux, c'est pas si simple que ça de répondre, notamment pour les bateaux qui à quai continuent à fonctionner. L'électrification à quai des bateaux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager. Et c'est vrai qu'il faut peut-être un effort de guerre, mais il faut une prise de conscience importante. Et peut-être que la prise de conscience ne va pas au-delà jusqu'au politique. Alors la première, monsieur le député, vous venez de le dire, c'est qu'effectivement la dotation apportée par l'État, peu importe les termes techniques, cette dotation, en 2019, va progresser singulièrement, même si on peut toujours penser que ça n'est pas suffisant, certainement. Mais regardons les dynamiques. La dynamique est importante. Et en gros, il y a déjà eu un premier coup de cliquet, moi je suis depuis 1 an et demi l'année dernière, ce qui fait qu'en gros, en 2 ans, on aura fait plus 60% sur la dotation apportée par l'État sur l'investissement. C'est juste pas tout à fait rien, quoi, quand même. Même si, encore une fois, c'est pas suffisant. Nous nous inscrivons dans le débat de la LOM, qui effectivement, à ce stade, mais il y a un travail parlementaire que vous avez rappelé en cours, qui a déjà commencé d'ailleurs au Sénat, sur le renforcement du fluvial dans la LOM, mais d'ores et déjà dedans, si je puis dire, il y a une programmation financière. C'est ça. Vous l'avez rappelé, à 10 ans. Et ça, avoir une visibilité à 10 ans, en faisant en sorte, j'espère que tout le monde sera bien vigilant pour veiller que ce qui était prévu arrive, une visibilité à 10 ans, c'est fondamental. Pour un gestionnaire d'infrastructure, le stop and go, l'indécision budgétaire annuelle, c'est quelque chose de mortifère. La visibilité, c'est fondamental. Donc si on a une trajectoire, une fiabilisation d'une trajectoire et une cible, je crois qu'on a fait quand même un progrès certain. Et que le gouvernement y a contribué quand même, peut-être avec une certaine pression, c'est normal, ça c'est la vie démocratique. Et puis pour un dernier point, et je terminerai là ma crise de dynamisme aigu, mais je voulais le faire pour essayer il faut rebooster les choses, constater le résultat du trafic, qui est très intéressant en 2018. Quand on le regarde comme ça, il n'est pas terrible, flat, on va dire. Il n'est pas terrible. Oui, sauf que nous avons eu, et c'est un motif d'inquiétude pour l'avenir, nous avons une situation climatique très hors norme en 2018. On l'avait déjà eu en 2016, vous allez me dire. Donc on est flat, mais si on enlevait les impacts des crues, je ne parle pas des dysfonctionnements des installations, mais des crues pures, et des étiages que nous avons dans le nord-est, notamment sur le Rhin, nous aurions une croissance de l'ordre de 4-5%. Sur le national, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est à plus 6% en 2018 versus 2017. Plus 6% national. Le résultat n'est pas bon, globalement ou moyen, parce qu'il y a moins 19%
sur l'international, autrement dit, pour des raisons de crise d'étiage sur le Rhin. Voilà. Et ça, par contre, c'est à la fois une satisfaction parce qu'on constate qu'il y a une dynamique sous-jacente forte, que tous les acteurs ont évoqué, une dynamique, mais en même temps, effectivement, il y a cette dimension de crise hydraulique qui, là, moi, m'inquiète beaucoup. Parce que la crise hydraulique, elle est devant nous. Et elle impacte directement la navigation fluviale. Je vais faire quelques remarques liminaires et rebondir sur l'intervention de M. Baudouin, délégué interministériel, pour dire que oui, le transport fluvial, c'est pas uniquement sauver le transport fluvial, c'est un outil au service d'une économie. Et nous, notre région, c'est la deuxième région de France, c'est une région particulièrement industrielle, particulièrement exportatrice, et le transport fluvial, au même titre que le transport ferroviaire, est un mode que nous défendons et soutenons activement. Notre politique en matière de fret, elle est essentiellement orientée sur le développement du transport ferroviaire et fluvial. C'est une première chose, mais j'insiste sur le fait que ces deux modes sont importants à défendre et complémentaires. La remarque, c'est que le transport fluvial, c'est aussi travailler sur le transport fluvial et pour nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la valorisation du corridor Rhône-Saône et de notre ouverture maritime via le port de Marseille, c'est aussi une question géopolitique. C'est une question de rééquilibrage des forces en Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire du fait qu'il y ait 3/4 des marchandises qui arrivent par le Range Nord. Et renforcer le bassin Rhône-Saône, pour nous, le port de Marseille, entre autres, c'est aussi travailler à ce rééquilibrage des forces économiques et des forces territoriales. Je voudrais maintenant vous présenter du coup ce qu'on fait et quels sont concrètement les leviers d'action de la région. Donc on en a 3. Un premier qui est un tout nouveau levier d'action qui est le SRADET, qu'on va voter nous lors de la session des 28-29 mars prochains, et donc au sein duquel on a fait de l'enjeu transport et logistique un enjeu assez fort. Beaucoup décrit le fait que les élus mésestiment la question du transport fluvial. Je dirais que c'est la question du fret massifié tout entière et du fret tout court qui est souvent le parent pauvre des questions d'aménagement du territoire et des questions de mobilité au sens large. Dans le SRADET, je voudrais répondre à quelques suggestions que beaucoup ont fait en tribune tout à l'heure sur le volet aménagement et le volet foncier. Il est important effectivement qu'on puisse privilégier en bord à voie d'eau l'implantation de générateurs de trafic et qu'on puisse réserver ce foncier. Dans notre SRADET, on a décidé d'en faire un objectif à part entière et d'inciter les territoires, puisque le SRADET s'oppose aux documents d'urbanisme et de planification que sont les SCOT, les PLU, les PDU, de demander aux territoires d'identifier les territoires à enjeu. L'objectif, c'est pas de tout sanctuariser, mais de dire que là où il y a de la production, là où il y a de la consommation, il faut que le foncier stratégique soit préservé. Donc, dans ce SRADET, on incite les collectivités à implanter les entreprises en bord à voie d'eau, celles qui ont vocation à utiliser le fer et le fleuve en bord à voie d'eau ou auprès des grands réseaux de transport ferroviaires et des ITE, des installations terminales embranchées, pardon, et on leur demande de sanctuariser ce foncier. Le troisième levier d'action, c'est la subvention aux chargeurs, aux entreprises directement. On a mis en place, nous, des dispositifs d'aide qui portent notamment sur les installations terminales embranchées fer. On aide aussi, comme VNF, les raccordements directs au fleuve avec des quais, des appontements privés. On souhaiterait qu'il y ait plus d'appontements mutualisés sans doute entre les entreprises, et on a aujourd'hui une étude sur le secteur de Port-Drôme-Ardèche qui va dans ce sens-là pour mutualiser les infrastructures. Le volet de la formation, c'est une de nos compétences aussi, et je voudrais dire quand même qu'on a acheté un bateau-école au lycée des Catalans qui forme les bateliers du bassin, et ça n'a pas vocation forcément à rester que sur le bassin, mais en tout cas qui forment les bateliers. Il y a sans doute un déficit d'offres de formation, ou en tout cas de déficit d'apprentissage de la multimodalité au sein des formations de transport. On aurait sans doute besoin de creuser ce sujet-là.
et on a commencé à en parler avec toutes les régions concernées du bassin. Je vais rejoindre Karima Deli sur le sujet. Le nerf de la guerre, c'est le prix. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, on pourra tous s'échiner collectivement à militer en faveur du transport fluvial et du transport ferroviaire. Tant que cette question-là ne sera pas réglée, tout volontaire que nos entreprises soient, c'est le prix qui décidera. Je voulais juste dire aussi, et c'est pour ça que je pense qu'on est, nous, évidemment très positifs, pas seulement parce que c'est quelque chose qui est très structurant, fondateur dans l'identité lyonnaise, c'est que ça apporte pas seulement des moyens de transport. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, je vais juste les énumérer rapidement, pour nous c'est une très grande richesse de milieux aquatiques, le système fluvial et de rivières. C'est par exemple le grand parc de Miribel, c'est évidemment tout ce qu'on a là, mais c'est aussi les îles et les lônes du Rhône un petit peu plus au sud. C'est une source très très importante pour nous d'adduction en eau potable, pas directement la rivière, mais la nappe phréatique est directement dessous. Hein. Les captages de Crépieux-Charmy, c'est 95% d'une eau d'excellente qualité qu'on n'a pas à traiter. Enfin, c'est quand même assez remarquable. Donc c'est aussi quelque chose, c'est un patrimoine à préserver dans les conflits d'usage que vous évoquiez, hein, éventuels. C'est aussi une source d'énergie importante. Enfin, à travers les barrages hydroélectriques, on a à peu près 800-900 gigawattheures par an. C'est près de 3% de l'énergie et près de la moitié des énergies renouvelables aujourd'hui du territoire, qui consomme grosso modo 33 TWh. On est en train de finir un schéma directeur des énergies et un plan climat, dont on parle d'ailleurs demain à l'hôtel de Métropole, et c'est des choses qui sont assez fondamentales, hein, notamment à l'École Navigable de France, pour développer encore de capacités de Boracay, d'accueil. C'est aussi l'ensemble du tourisme lié aux activités simplement donc de proximité, hein, je ne vais pas y revenir, mais c'est aussi quelque chose qui était dans la série Fleuve Écrin. Il y a tout un ensemble de productions et d'associations de la métropole de Lyon avec les territoires limitrophes autour du tourisme fluvestre, que ce soit sur la Via Rhôna, auquel la région évidemment participe, la Via Sauna de la même façon, qui sont des choses vraiment très moteurs et qui sont à nouveau des éléments de vecteurs à la fois de satisfaction pour les personnes qui les utilisent et de production de valeur pour les territoires qu'ils croisent. C'est aussi, là, c'est des choses sur lesquelles on est plus embryonnaire, une capacité de transport de personnes. Aujourd'hui, donc, on a un système privé qui est autorisé par l'autorité des transports, qu'est le Vaporetto, hein, qui relie donc la confluence avec deux autres haltes jusqu'à Vèze. Il y a le projet à relativement court terme d'aller encore un petit peu plus loin, d'ajouter des haltes, notamment vers l'Hôtel-Dieu, qui est ouvert récemment. C'est globalement, à la fois, quand on voit les faibles moyens qui sont disponibles, puisqu'il n'y a pas 50 lignes, c'est déjà 175 000 passagers par an, et c'est déjà à peu près 1 400 000 personnes qui ont été transportées depuis la création de la ligne en 2012. Donc là aussi, il y a sans doute quelque chose que l'on va poursuivre, investiguer. À mi-chemin entre le besoin du transport quotidien et du transport touristique, il y a quelque chose en tout cas qui a de la valeur et qui à nouveau a réussi à articuler l'utilité et le fait de pouvoir célébrer le fleuve, hein, comme je leur disais aujourd'hui.